Donc, je voulais profiter de l'occasion, puisque la région nous l'a demandé, de réfléchir sur la peste pour vous la mettre en perspective avec les questions que nous avons actuellement avec le Covid-19, parce qu'il y a des choses, non seulement dans le déroulement de la peste, mais dans le déroulement de ce qui se passe dans la société auquel nous sommes exposés, qui ressemblent. Alors ça, c'est une photo qui est très importante. Ça sera l'illustration de la prochaine revue dans Clinical Microbiology Review, qui est la meilleure revue de microbiologie qu'on a fait avec Rémi Barbieri et Michel Dancourt. Et alors, elle montre les différents mécanismes de transmission dont vous parlera Rémi. Et surtout, elle montre cet homme-là qui montre un bubon. Et cet homme, pour la religion catholique, c'est Saint Roch. Et Saint Roch était de Montpellier. Et il est né en 1348, c'est-à-dire l'année de l'épidémie de la peste. Et il est très important parce que il montre, c'est devenu, il est né là, il est devenu ecclésiastique, et puis il est parti soigner les pestiférés pendant la plus grande partie de sa vie. Ça n'a pas duré 2 ans, hein, l'épidémie de peste, ça a duré des décennies. Hein. La dernière bouffée qu'on a eue ici était en 1720, mais ça a duré très longtemps. Et il a fini en prison pour des raisons X ou Y, où il est mort. Mais c'est devenu, il a été béatifié, c'est devenu un saint. Et quand on représente, c'est le saint des médecins, des chirurgiens, et qui prévient de la peste. Et c'est très important que vous ayez cette image en tête, parce que ça vous expliquera ultérieurement pourquoi nous avons toujours su, nous ici, que la peste était une épidémie de fièvre bubonique due à Yersinia pestis. Voilà Saint Roch, ça c'est des peintures de la Renaissance, vous voyez, qui montrent voilà, le bubon. Hein. Ce même bubon avait été décrit pour la première fois avec vraiment une description anatomopathologique par Procope, hein, pour la peste justinienne. Et ici, eh bien, c'est un tableau de Serre qui montrait l'épidémie de peste à Marseille, là, sur le Vieux-Port, en 1720. Donc, nous, d'une manière assez simple, on a été amené à faire l'investigation de la peste de Marseille parce que il y avait des anthropologistes, à l'époque c'était Olivier Dutour, en creusant le tunnel sous la Major, les gens sont tombés sur un cimetière de fortune bourré de squelettes, et très rapidement il a été identifié que c'était les gens qui étaient morts à l'Hôtel-Dieu pendant la grande épidémie de peste. Et donc, il a débarqué dans mon bureau avec un carton dans lequel il y avait des crânes et des squelettes. Et il m'a dit, il faut absolument que tu montres que c'est la peste. Alors, j'ai commencé à travailler avec lui sur les épidémies et les infections du passé. On était la première équipe au monde à faire ça. Hein. On avait commencé à travailler sur les os, on était empoisonnés parce que c'était plein d'inhibiteurs. Et il y avait, comme Chagassé, Gérard Aboudaram qui traînait à la recherche d'un sujet, qui pouvait travailler que 2 jours par semaine parce que le reste du temps, il faisait le dentiste en ville. Et donc, j'ai hurlé dans le couloir, Gérard, tu vas faire la peste des dents. Bon. Et donc, ça s'est transformé en séance, c'était très amusant. On a beaucoup ri, et puis, ça s'est transformé en séance, et Gérard a fait ça. Et donc, c'est vraisemblablement le grand Saint-Antoine pour des raisons X ou Y qui ne sont pas très claires dans mon esprit. Mais, donc, très bien, on publie ça, très bien. On fait de la PCR, c'est notre diagnostic. On fait ça sur les dents parce qu'on avait un dentiste. C'était une très bonne idée parce que la pulpe dentaire, il y a le plus le résidu, il y a le plus de sang conservé, très bien. Et puis tout va bien. Et puis des papiers commencent à sortir avec, mais on est en plein dans le monde que vous voyez décrire, c'est-à-dire un monde de digital de dingue. Qui dit la peste n'était pas du tout la grande peste noire. La peste noire, ça a été qualifié 150 ans après la peste. Hein. C'était en réalité l'adjectif noir voulait dire pas du tout un aspect clinique, mais un aspect maléfique. Hein. C'est noir, c'est terrible. Et donc, la peste noire, les gens qui ne connaissent rien à la médecine, en l'occurrence, hein, ni rien à l'histoire, ni rien à la description de la peste qui avait été faite en France. Parce que ce que je vous montre sur Saint Roch, Guy de Chauliac, qui était le médecin du pape, qui est juste à côté à l'époque, hein, qui était à Avignon, avait décrit la peste avec les bubons. Et donc, il n'y avait pas d'autres maladies. C'est pas la fièvre hémorragique qui donne la fièvre avec des bubons. C'est la peste, il n'y a pas d'autre. Et donc, de manière très intéressante, ces gens qui n'avaient pas lu la littérature, qui avaient regardé le développement de la peste
disent ça ne peut pas être la peste parce qu'il n'y avait pas de rats dans le nord de l'Europe, ce qui est vrai. Donc ça veut dire que simplement le modèle des rats, de la puce de rat et de l'homme n'est pas la cause de la pandémie de peste, ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire que ce qu'on disait n'était pas vrai. Donc eux se posent la question de ce qui pose le truc. Nous, on publie ça, quand même, des papiers qui c'était chacun plus de 200 fois. Hein. Le premier sur la peste à Marseille, le deuxième, il y avait, c'est circonstances de la vie, Larouille, qui était président de l'université de Toulouse, me rencontre. Moi, j'étais président de l'université, il dit « Ah, ton truc sur la peste est vachement excitant, si tu veux, je te donne les trucs de la vraie peste noire. » Donc, 1348 de Montpellier, et tu étais, je dis volontiers, hop, on fait ça, et donc à cette occasion, on invente la Suicide PCR, c'est la PCR qui sert qu'une fois pour éviter qu'il y ait des contaminations, qui était le vrai risque. Donc, toujours est-il que, très bien, et puis, il y a une bande de pieds nickelés. Alors, il y a même l'histoire des pieds nickelés, des oiseaux qui n'ont jamais fait de PCR de leur vie, Prentice et Gilbert, qui décident de faire comme nous. Ce Prentice vient faire une fois une PCR et une fois regarder les dents ici, dans le labo. Ils n'avaient pas de dentiste non plus, donc au lieu de prendre la pulpe dentaire, ils coupent les dents en deux, ils gratouillent. Et ça ne marche pas, bien sûr, parce que si on n'a ni dentiste et qu'on ne sait pas faire les PCR, souvent ça ne marche pas. Ils publient ça dans un journal de deuxième zone, il faut bien l'appeler comme ça, en disant mais non. Et plutôt que de dire écoutez, il y a un problème, il faudrait qu'on réfléchisse, ils disent non, c'est pas vrai, il y a une contamination. Très bien, on leur écrit, il n'y a pas de problème. On vous envoie des trucs en aveugle, vous nous envoyez des trucs en aveugle et on regarde. Bien sûr, ils n'ont jamais voulu le faire, c'est les pieds nickelés. Et donc l'idée, c'était que les dents, la conclusion, c'est que les dents, c'était pas le bon prélèvement et les morceaux de DNA étaient trop dégradés. Et donc commence à sortir dans le Lancet un truc qui dit finalement la peste, c'était pas Yersinia. C'était une fièvre hémorragique. Et c'est très important, je voulais faire des best-sellers, avoir du pognon, parce que la peste, on s'en fout. En réalité, vous lui donnez un peu de tétracycline et puis c'est fini. Donc c'est pour les pauvres, hein. C'est pas pour les pays riches, vous n'allez pas les exciter avec ça. Hein. Donc vous n'allez pas avoir des financements européens, vous n'allez pas avoir des financements américains pour faire la peste, il faut reconnaître. Il y en a un peu de peste en Amérique, hein. Nous on n'en a pas. Hein. Et donc voilà, donc nous on répond, on dit, vous êtes fous. Et donc ils disent, écoutez voilà, en réalité si on regarde en pratique, l'impact de la dégradation du DNA, c'est pareil, c'est un modèle, et on vous dit il n'y en a plus. Donc c'est pas compliqué, c'est pas possible, parce qu'il ne devrait plus y en avoir. Il n'y a aucune data. Hein. Donc vous voyez, le monde, vous comprenez pourquoi je ne suis pas tellement ému par les conneries actuelles. Hein. Donc ça ne m'émeut pas, parce que les mêmes bêtises recommencent sans arrêt. Il y a quelqu'un qui vous dit un modèle est plus vrai que la réalité. Un type qui ne sait pas comment on fait le diagnostic, qui vous dit moi j'ai pas réussi à le faire, donc vous, dans le métier de faire le diagnostic, vous m'envoyez déjà du monde entier des trucs pour diagnostic, c'est vous qui vous êtes trompé, c'est très raisonnable, c'est très logique. Ouais. Et donc, à la fin, exactement comme maintenant, les journalistes s'en mêlent, on va voir, donc on reçoit une équipe de la BBC pendant 24 heures ici, elle va voir les différents trucs, et à la fin, elle dit, non, finalement, ça n'a rien à voir avec la peste. Vous savez, ici, hein, c'est fantastique, hein, c'est vachement intéressant. C'est en 2002, vous avez vu, c'est 3 ans après notre premier papier dans PNAS. Hein. C'est extraordinaire. Mais honnêtement, ça ne fait pas vendre de dire la peste, ça va, c'est un pesticide, si vous avez ça, on vous donne un peu de tétracycline et puis c'est fini. Donc c'est intéressant. Hein. Et puis l'histoire se termine plus ou moins comme ça, c'est-à-dire que là, vous voyez, nous c'était 98, là c'est 2011, donc 13 ans après. Et les gens qui disent ça y est, la peste, on sait ce que c'est. Ils prennent la même méthode que nous sur les dents. Ils utilisent une méthode de ségrégation des séquences de DNA sur des billes. Ils sortent tout le génome de Yersinia pestis. Et ils disent, voilà, le pire c'est que les dents, c'était celles qu'ils avaient testées et trouvées négatives. Hein. Et ils publient ça. Et ils ne citent aucune des 17 publications qui avaient trouvé Yersinia pestis dans les dents avant eux. Ouais, la science, c'est ça. Ne croyez pas que les scientifiques soient plus honnêtes que les autres, ni à titre scientifique, ni à titre financier. C'est pareil, c'est juste des humains. Voilà. Et en réalité, ce qu'on a fini par trouver récemment, ça c'est pas nous, mais ça avait été dépioté en partie par l'équipe de Christelle Desnus, c'est qu'il y a 5000 ans, on trouvait de la peste dans le nord de l'Europe,
bien qu'il n'y ait pas eu de poux, il n'y a pas eu de rats à cette époque-là, et que donc, bien entendu, il y avait d'autres méthodes de transmission sur lesquelles on a travaillé ultérieurement, et qui ont emmené des crashs de population à cette époque-là. C'est probablement un des premiers grands éléments chaotiques dans l'évolution des civilisations, la peste. Nous, notre opinion, parce que on était couvert de poux à l'époque. Et donc, quand la peste arrivait là-dedans, ça tuait pratiquement toute la population, une partie extrême de la population. Donc, il y a eu des effondrements de population qu'on note dans les populations anciennes qui ont probablement été dues à la peste. Voilà. Et donc, ça montre que les choses ont toujours été de la même nature. Il y a eu un grand scandale par le Lancet aussi. Ils ont triché aussi avec ils ont triché aussi pour l'ivermectine en disant que ça rendait gâteux. On ne pouvait pas l'utiliser pour les poux. Et ils ont triché aussi pour cette histoire-là où les Anglais étaient tellement fous que les Français puissent trouver le bacille de la peste qu'ils avaient interdit à Yersin d'accéder à Hong Kong au prélèvement de sang. Donc il a dû payer le garçon morguiste pour aller prélever lui-même dans le ganglion. C'est très français. Hein. Et il a eu de la chance que ça poussait mieux à 28 degrés qu'à 37 degrés. Comme il n'avait pas d'étuve, ça a poussé à 28 degrés beaucoup plus rapidement. Mais le japonais qui était en concurrence avec lui et que les Anglais défendaient a réussi à publier en une semaine dans le Lancet un papier dont tout le monde sait qu'il est entièrement faux parce que c'était du pneumocoque qu'il avait isolé du sang. Il montre l'image de sang. On voit bien que c'est le pneumocoque, c'est pas du tout Yersinia pestis. Donc vous voyez, c'est intéressant. Vous avez les mêmes ingrédients pour prendre la même chose parce que les humains sont comme ils sont. Et donc, il faut pas croire que la science est scientifique du tout. Hein. La science, c'est une activité humaine et sociale, exactement comme les autres. Et donc, ça dépend de la ténacité, de la volonté. Mais à la fin, avec un peu de chance, on finit par savoir ce qui s'est passé. Voilà.